Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi assez fascinant, construire un poste de travail littéralement parfait, en partant de zéro. En gros, on va se baser sur les directives ultra précises de la fiche INRS ED 79. L'idée ici, ce n'est pas de faire de la grande théorie, mais vraiment de voir comment l'ergonomie peut transformer notre quotidien de façon concrète et physique. Mais juste avant de commencer, posons-nous une question toute simple. Un poste de travail, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est juste un bureau, une chaise et une machine posée dessus? Eh bien, absolument pas. En réalité, c'est un environnement hyper pointu, conçu sur mesure pour éviter le stress, empêcher les accidents et surtout combattre ces fameux troubles musculo-squelettiques qui gâchent la vie de tant de gens. Bref, c'est de l'ingénierie pure, mais au service de la santé humaine. Pour construire cet espace idéal, on va suivre une sorte de plan d'architecte en 5 étapes. D'abord, l'espace et l'environnement. Ensuite, l'organisation et le temps de travail. En 3, l'information visuelle et sonore. 4, la manutention et l'effort physique. Et on finira en beauté avec la posture idéale. C'est vraiment la recette complète. Allez, on commence tout de suite avec notre première étape, l'espace et l'environnement, c'est-à-dire les fondations mêmes de notre poste. Parce qu'avant même de brancher un écran, il faut s'assurer que la pièce elle-même permet de bouger en toute sécurité. Et le tout premier chiffre à avoir en tête, c'est 0,80 mètres. Ça a l'air de rien comme ça, presque un détail, mais en fait c'est le dégagement vital, le minimum absolu pour qu'un opérateur puisse bouger sans se sentir complètement coincé. C'est vraiment la base de la liberté de mouvement. Par contre, si on n'est plus tout seul et que des collègues doivent se croiser dans la même allée, là, il faut absolument passer à 1,20 mètres. L'objectif, éviter de se rentrer dedans à la moindre occasion dans des couloirs trop étroits. C'est une question de bon sens, mais c'est crucial. Et ça va même plus loin. Imaginons que des personnes doivent passer derrière quelqu'un qui est déjà installé et concentré à son poste. Hop, on élargit l'espace à 1,50 mètres. Pourquoi? Tout simplement pour être certain que personne ne se fasse bousculer par surprise en plein milieu d'une tâche délicate. Donc en résumé pour ces fondations, l'espace physique, c'est aussi prévoir une zone d'évolution de 2 mètres autour de la personne, surtout s'il y a des charges lourdes à porter. C'est aussi un sol nickel, sans aucun obstacle pour ne pas trébucher, et bien sûr un environnement où le bruit et la pollution de l'air restent strictement en dessous des limites. En clair, le corps ne doit pas avoir à se battre contre son propre environnement. On passe à l'étape 2, l'organisation et le temps de travail. En gros, notre espace mental. Parce qu'avoir une pièce ultra sécurisée physiquement, ça ne sert strictement à rien si le rythme de travail est psychologiquement infernal. Et là, il y a un point qu'on oublie souvent, la communication. Pouvoir parler avec ses collègues, c'est littéralement une mesure de sécurité. Ça casse la monotonie, ça permet de se coordonner, surtout quand une équipe de production croise la maintenance par exemple. Et puis, c'est tout simplement le meilleur antidote contre les dangers du travail isolé. D'ailleurs, parlons d'un vrai problème dans l'industrie, le fait de lier un opérateur de façon ultra rigide au rythme d'une machine. C'est terrible, parce que l'humain devient juste un rouage, et ça génère un stress énorme. A l'inverse, quand on donne de l'autonomie, qu'on permet la polyvalence avec des objectifs réalistes, eh bien c'est là qu'on crée un véritable bien-être mental. Et puis attention au chronomètre. En fait, limiter les mêmes mouvements à 10 répétitions par minute maximum, c'est vraiment notre bouclier numéro 1 contre l'usure des articulations. C'est une vraie destruction silencieuse qu'il faut absolument éviter. D'ailleurs, un bon planning doit toujours prévoir des marges pour gérer les petits imprévus des journées. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'information visuelle et sonore, ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Le but? Placer les infos de façon à ce que le cerveau les capte instantanément, sans aucune fatigue. Regardons un peu comment fonctionne ce cadran. La zone rouge, elle saute aux yeux, elle ne laisse aucune place au doute. Et c'est exactement ça le but. L'information doit être évidente. Dans un milieu où tout s'enchaîne vite, notre cerveau ne devrait jamais avoir à deviner si une valeur est en train de devenir critique ou pas. Et pour les informations qu'on consulte tout le temps, c'est pareil, elles doivent impérativement rester dans un cône visuel très précis, recommandé entre 25 et 40 degrés de chaque côté du centre de vision. C'est logique, c'est exactement comme au volant d'une voiture. On ne devrait pas avoir à tourner la tête à chaque seconde pour regarder son compteur. Si on force le regard hors de cette zone toute la journée, les douleurs au cervical sont garanties. Quatrième étape, et c'est du lourd, la manutention et l'effort physique. Ici, on cherche tout simplement à soulager le corps face aux efforts intenses en utilisant des aides mécaniques. Là, on touche à un outil d'aide à la décision assez incroyable, la bague de manutention. C'est très visuel. La zone verte, tout va bien. La zone jaune, attention, c'est sous condition. Et la zone rouge, c'est le stop absolu. Ce graphique croise directement le poids soulevé avec le tonnage total cumulé dans la journée. Ça permet de savoir exactement, de façon quasi mathématique, à quel moment l'utilisation d'un palan ou d'un convoyeur n'est plus un luxe, mais une vraie obligation pour la santé. Et enfin, nous voici au sommet de notre pyramide, l'étape 5, la posture idéale au travail.
C'est le moment clé où la morphologie humaine rencontre enfin le matériel physique. Si on observe la distance à laquelle on tend les bras, on voit que les tâches régulières devraient toujours se dérouler dans un petit périmètre de confort de 480 mm. Personne ne devrait avoir à s'étirer en continu vers la limite maximale qui est, elle, fixée à 1160 mm. Respecter ça, c'est tout simplement s'épargner les douleurs chroniques du dos et des épaules. Pour ce qui est du travail debout, il faut savoir que la hauteur du bureau ne se choisit jamais au hasard. En fonction de la précision de la tâche, cette hauteur doit obligatoirement varier entre 810 et 1554 mm. Par exemple, un travail très minutieux va demander un plan beaucoup plus haut qu'une simple mise en carton, tout en gardant bien sûr de la place en bas pour les pieds. Il y a aussi la configuration assis-debout, qui est super intéressante pour le travail dynamique. Le vrai secret ici, c'est l'assise, qui doit être inclinée à environ 15 degrés. C'est cette petite inclinaison, couplée à un espace suffisant pour les jambes, qui fait que cette posture soulage vraiment le dos, au lieu d'être un simple exercice d'équilibre fatigant. Et pour finir sur la position 100% assise, la vraie contrainte, c'est l'espace libre sous le bureau. Il faut compter une profondeur allant de 540 mm pour les genoux jusqu'à 755 mm pour pouvoir allonger les pieds. C'est vital, parce que c'est ce qui garantit que la circulation sanguine dans les jambes ne sera jamais bloquée au fil de la journée. Alors pour conclure tout ça, voici une petite réflexion à garder dans un coin de la tête. Un bon environnement ne force jamais quelqu'un à se tordre pour s'adapter à une machine. Au contraire, il utilise ces 5 couches d'ergonomie qu'on vient de voir pour construire un espace entièrement sur mesure. La prochaine fois qu'on entre dans un atelier ou des bureaux, ce sera super intéressant de se demander « Est-ce que cet espace respecte vraiment cette logique ?» En tout cas, merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On espère que tout ça vous a éclairé.